Bon, à 13h49, qui a le plus de pouvoir selon vous, Bernard Arnault ou Emmanuel Macron? À cette question, la réponse des Français sans appel, 55% pour l'homme le plus riche de France, 27% pour le président de la République, 18% restants ne savent pas. C'est le résultat d'une enquête qui a été réalisée en collaboration avec le cabinet de conseil The Arcane et la fondation Jean Jaurès. On va écouter Michel-Édouard Leclerc, parce que son nom revient avec insistance parmi les personnalités hors du champ politique qui pourraient se lancer dans la course à l'Élysée. Et le président du groupe Leclerc, eh bien, il était l'invité sur la matinale de TF1. Il maintient le suspense sur une potentielle candidature. Ben voilà, on verra. Ah, on verra. Donc finalement, tout est ouvert. Mais j'ai compris un truc, tu vois. Si je dis non, personne ne me croit. Et si je dis oui, je suis invité à en parler. Voilà, une réaction, Vincent Roy, Gilles-William Gonadel, sur ces grands patrons, finalement, extrêmement populaires, plus populaires que nos hommes politiques. Oui, enfin bon... Oui, pourquoi j'en sais rien. Michel-Édouard Leclerc, Bernard Arnault aussi, voilà, qui reviennent dans les... J'ai pas forcément envie que la France soit gérée comme un supermarché, mais enfin bon... Oui, alors de vous à moi, de manière purement intuitive. Oui. Alors purement intuitive, je peux difficilement... alors c'est vrai, de temps en temps, il avait raconté un petit peu des carabistouilles en ce qui concerne la politique des prix chez Leclerc, qui était pas meilleur qu'ailleurs. Je le trouve, pour ma part, très démagogue. Très démagogue. Mais en règle générale, sur les patrons, il y a une forme de puissance, d'efficacité. C'est des gens terriens. Les patrons m'inspirent souvent. Ça, d'abord, il y a patron et patron. Ils m'inspirent de manière globale un certain respect pour leur prise de risque. Par contre, sur le plan politique, je ne les ai jamais retrouvés d'une immense profondeur. On va écouter Bernard Arnault maintenant. C'était hier lors de l'Assemblée générale de son groupe. Il a donc affirmé que LVMH devra augmenter sa production aux États-Unis en cas de droits de douane élevés. Et pour le patron de l'entreprise de luxe, ce sera la faute de Bruxelles. On l'écoute. Si on se retrouve avec des droits de douane élevés, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis et on sera amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises, ce sera la faute de Bruxelles. Voilà, c'est le bon sens près de chez vous, parce qu'on reproche souvent aux hommes politiques d'être déconnectés du terrain, d'être un peu hors sol. Voilà, il y a un sentiment finalement d'impuissance qui est désormais associé aux responsables politiques. Non mais Bernard contrairement Arnault, au grand patron. Bernard Arnault, on peut l'écouter, il sait de quoi il parle. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il a quand même les mains dans le cambouis, il n'est pas déconnecté, lui il est hyper connecté. Il sait donc c'est pas surprenant de le retrouver leur nom parmi les gens pour qui les Français pourraient potentiellement avoir envie de voter. C'est-à-dire qu'un type qui réussit comme ça, vous avez plutôt tendance à lui faire confiance. Et quand il y a des catastrophes comme celle de la cathédrale Notre-Dame, c'est Bernard Arnault qui met la main à la poche. Attendez, vous avez d'un côté Bernard Arnault qui essaie de gérer au mieux ses entreprises avec un succès qu'on ne peut pas démentir, et puis vous avez de l'autre côté le Mozart de l'économie qui vous fait un nombre record de dettes, alors que on me l'avait moi présenté, je suis naïf, je ne demandais qu'à le croire, on me l'avait présenté comme le champion de l'économie. Bon, moi je suis capable de faire des dettes comme il a fait, c'est pas très compliqué. Gonadel. Vincent a raison, et sans personnaliser même par rapport aux exemples judicieux qu'il prend, il me semble que beaucoup de Français maintenant n'ont plus de détestation quasi prolétarienne pour l'argent et ont un certain respect, une certaine admiration pour ceux qui savent gagner. Par contre, le crédit des politiques a beaucoup diminué, un peu injustement d'une certaine manière, parce qu'on a les politiciens, les politiques, je vous le disais tout à l'heure, n'ont plus beaucoup de droits compte tenu encore une fois, de la manière dont l'Europe nous empêche largement d'agir. Alors justement, l'Europe, on va en parler dans quelques instants, parce que je vais vous faire écouter un audio du chef de la diplomatie américaine, qui a participé donc à des réunions portant sur la guerre en Ukraine avec les Européens. Et surprise, avant de monter dans l'avion, eh bien, il a jugé que Washington devra passer à autre chose s'il n'est pas possible de trouver un chemin vers la paix rapidement. Nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix. Mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, nous devrons nous concentrer sur d'autres priorités.
C'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui s'est donc exprimé. À qui il parlait? Il parlait aux journalistes. Avant de monter dans l'avion, il explique que, parce que on a entendu Benjamin Haddad qui estime que les Européens, les Ukrainiens, les Américains partagent tous la même ambition, continuer à trouver un chemin vers la paix. On avait la sensation que l'Europe est de retour dans le débat, voilà. Et là, on a en gros Marco Rubio qui nous dit bon les gars, va falloir trouver une solution. Il leur file de la patate chaude. Je sais pas, mais enfin... Sinon, on passera à autre chose, nous, les États-Unis. Au moment où M. Trump parlait tout le temps de la paix, je n'ai pas entendu, mais ça m'a peut-être échappé, je n'ai pas entendu M. Macron parler de paix. M. Macron veut envoyer, je sais pas quoi, des armes, des hommes... Il était chef de guerre. Il était chef de guerre. Bon, alors, évidemment... Il en a parlé de paix hier, Emmanuel Macron, en disant que il reprenait la main, que l'Europe était au centre du jeu. Enfin, il reprend la main de quoi? La main de qui? Vous savez, Emmanuel Macron, sa crédibilité très largement entamé, il reprend la main de personne, vous savez, il est allé, souvenez-vous, enfin, on peut plus, honnêtement, enfin, qui le croit encore, enfin, il est allé en Israël après le 7 octobre, il a dit on va faire une grande coalition, enfin, moi j'ai écouté tout ça, on a vu le résultat. Non, mais Paris a quand même été au centre du jeu, les Anglais sont venus, les Américains sont, les Ukrainiens sont venus. Mais Vincent, pardon, je vous assure que j'ai aucun plaisir à vous le dire, mais Vincent Roy a raison. Monsieur Macron, c'est un caméléon. Il dit une chose le lundi, il dit une chose le mardi. Si vous le rencontrez, il va être très gentil avec vous. Vous allez rencontrer votre adversaire. Il va rencontrer votre adversaire le lendemain. Il dira la même chose. Il sera peut-être même tout aussi sincère. C'est un caméléon, mais sur une nappe à carreaux. C'est pas terrible. Mais quand même, quand Marco Rubio dit, en gros, va falloir, si vous ne prenez pas le sujet, on va passer à autre chose. Vérité, là, il y a quand même. Alors, pour être tout à fait franc, je ne me sens pas en sécurité avec Monsieur Macron. Je ne me sens pas en sécurité non plus avec Monsieur Trump. Je suis désolé d'avoir à l'avouer. Le monde me paraît pas en ce moment dans des mains très sécures.